Hello vous! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve pour un update lecture qui risque encore une fois d'être très long. Je me raisonne parfois, je regarde la pile et je me dis purée, je devrais faire l'update maintenant, mais comme j'ai d'autres vidéos qui attendent, je me dis bon, je le ferai la semaine prochaine et puis voilà. C'est comme ça qu'on arrive à un update avec 10 romans, 2 mangas et une bonne petite poignée de BD. BD c'était une urgence parce que j'ai reçu beaucoup de choses de Glénat et de Jungle d'ailleurs et en fait ça ne rentrait pas dans mon tiroir de pile à lire de BD, donc j'ai fait un tri et celles qui me tentaient le plus je les ai sorties et je les ai lues un peu en express. Après BD c'est cool, ça se lit vite. Il y a aussi bien de la nouveauté d'ailleurs que des titres que j'ai depuis un petit moment, j'ai vraiment pris ce qui me babait sur le coup. Est-ce que vous êtes prêts pour cet update de la Muerte? Est-ce que je peux vous teaser? Il y a des trucs vraiment pas bons et des trucs excellents. Et ça, que ce soit... Alors, est-ce qu'en BD, j'ai des piquettes? Non, en BD, j'ai que des bonnes découvertes. Ah si, il y a peut-être un truc en mimole. Et bon, en manga, vous devez deviner ce que c'est. Je suis pas du tout en phase manga en ce moment. Je pense qu'en fait, ma phase intense en juillet a fait qu'après, j'étais en mode je veux des romans, je veux des romans. Et c'est vrai que je m'étais fait une énorme pile à lire de romans pour septembre. D'ailleurs, au moment où je tourne, on est le 23 septembre et il me reste uniquement ça à lire pour terminer ma pile à lire du mois. Donc Lettre de Moumoulin d'Alphonse Daudet qui est fait de plein de petites nouvelles qui ne devraient pas être trop longs, même si en vrai c'est écrit plus petit que ce que je pensais, et Le Cercle des Sorcières. Je pense que je pourrais boucler cette palle. Et je dois dire que j'en suis plutôt fière. Enfin, j'en serais vraiment fière quand j'aurai réussi. Pour le moment, c'est un espoir. 14 romans quand même. Eh, pas dégueulasse. J'ai commencé d'ailleurs à regarder un petit peu pour ma pile à lire d'octobre. Je suis dans la merde. Je vous dis que ça. Mais on n'y est pas encore. Est-ce qu'on n'attaquerait pas pour cette update lecture qui va déjà être bien long? Oui, Thibaut, vas-y. On a le tonneau de verveine qui est prêt. Très bien. Allons-y, let's go. Je vais donc commencer par les BD. Oh, c'est lourd, purée de bordel. J'ai mal partout. C'est bien le sport, mais le petit corps, il est fatigué. Alors, je vais commencer par la dernière que j'ai lue, tiens, qu'il y a même pas 2 heures de ça. C'est comme ça que je disparais de Myrion Mal. Alors, c'est un récit québécois, c'est important à dire, puisque du coup, les tournures ne sont pas familières pour les Français d'Europe. Je sais pas si vous voyez, français... Oui, on dit français-Québec, français-France. Voilà, pour les français-français. Enfin, mais ça fait bizarre, ça fait très la France au français. Bref... Vous avez compris ce que je veux dire. C'est un ouvrage qui est donc avec du français québécois en langage parlé. Le visuel est assez simple, si on peut dire. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu. Et ça parle de dépression. Alors, j'ai un pote qui m'avait mis en garde quand je l'ai mis dans... Enfin, quand je l'ai reçu, il m'a dit « Tu vas voir, il est incroyable, mais il est très badant. » Ok, donc moi étant mise au courant, je l'avais mis de côté et là je me suis dit vas-y, c'est le moment, je suis parée, il fait beau, il y a un grand ciel bleu. Alors du coup ça va, l'impact je l'ai géré, mais vraiment c'est pas à mettre d'entre toutes les mains. C'est l'histoire d'une femme du coup qui est en dépression et qui a des idées très sombres tout le temps, qui s'isole énormément et c'est très dur à lire, vraiment c'est très dur. Je pense que pour les personnes concernées ça peut aider dans le sens où il y a vraiment ce sentiment de ok, je suis pas toute seule ou tout seul à vivre ça, il y a moyen d'avancer, il y a moyen de s'en sortir et je ne suis pas anormale. Je sais que c'est une idée qu'on a tendance à avoir dès qu'on est dans un état un petit peu préoccupant, mais ça peut aussi avoir ce côté qui fait bader. Je sais qu'il y a pas mal de mentions de crise d'angoisse ou de panique à l'intérieur et vraiment quand je l'ai lu ça m'a pas fait du bien de mon côté parce que c'est quelque chose contre quoi je me bats, j'aime pas l'expression mais avec lequel j'essaie d'avancer, on va dire, et c'était pas facile à lire. Je pense que j'ai pris le meilleur mood pour l'attaquer, à savoir fin de matinée, grand ciel bleu, je venais de me préparer en dansant, tu vois ce que je veux dire, j'étais dans un très bon mood, c'était le meilleur moyen pour moi de le lire. Je suis contente, c'est un bon ouvrage, mais il est vraiment difficile, donc à lire, mais avec des précautions. On change totalement d'ambiance et Seigneur, qu'est-ce que j'aime cette saga colossale, tome 3, je crois que le tome 4 sort en janvier, c'est incroyable. Alors c'est adapté d'un webtoon, et en fait c'est l'histoire, alors c'est pas cette femme-là, mais c'en est une autre, est-ce qu'on va la voir, attendez je vais vous la montrer en visuel, un visuel qui ne vous spoile pas, voilà c'est elle, la petite rousse là. En gros, c'est une histoire qui se passe dans l'aristocratie. On suit une jeune fille qui est passionnée de muscu, mais qui est aussi une fille d'aristocrate qui doit faire un mariage arrangé, être toute pimpée en soirée, machin. Et donc sa passion ne colle pas avec ce qu'on attend d'elle. Et elle essaie de suivre son petit bonhomme de chemin, de vivre selon ses convictions. Ce tome-là est toujours aussi bien, c'est génial. J'adore le perso principal, j'adore les persos qui gravitent autour. Je suis très fan d'ailleurs de Simon.
qui est trop mignon. Et en plus, il y a marqué, parce qu'en fait, à la fin, vous avez des petites... il y a plein de petits trucs à la fin, en plus. Là, par exemple, c'est des fiches personnages, et comme ça, on peut voir que Simon, il adore les Peaky Blinders. Moi aussi. Et vous avez des petits chapitres bonus fun, et des petits conseils de muscu, de pourquoi s'y mettre, comment s'y mettre, quelles sont les idées reçues dessus, etc. En vrai, peut-être que ça a contribué à mon envie d'aller à la salle et d'essayer. Vraiment, premier degré. C'est très frais, il y a plein de moments très drôles et en même temps plein de moments d'émotion. C'est génial, voilà. Énorme coup de cœur pour cette saga. Alors là, je rentre sur une petite mimole, parce que j'ai pas tout compris, mais c'est peut-être moi qui suis stupide. Bioméga. Alors, je voulais le résumer, ça sera plus simple. En l'an 3005, une équipe de recherche est envoyée sur Mars. Mais alors qu'ils reviennent sur Terre, leur appareil s'abîme en mer et le corps de l'un d'eux est retrouvé flottant dans l'atmosphère, atteint d'un étrange virus. 6 mois plus tard, l'agent Tsoichi Kanoe est envoyé par Toa Industries sur l'île artificielle de Neufjo, où il découvre une population ravagée par le virus. Ce dernier aura d'ailleurs infecté toute la planète d'ici une quinzaine d'heures. Tsoichi aura-t-il encore le temps de trouver et protéger des gens immunisés? Alors, le truc, c'est que ça va très vite et il y a plein de bastons. Alors, les dessins sont absolument sublimes. Vous avez une grosse liberté créative pour l'illustrateur, ça se voit. Il y a un vrai kiff, tu vois, il y a un vrai soin à apporter aux illus. Mais le truc, c'est que comme il y a plein de scènes de baston et plein de têtes qui se ressemblent un petit peu au niveau des traits, j'étais un peu paumée, en fait. Voilà. Puis il y a pas trop d'explications aussi. Genre, il y a une espèce de IA, je crois, ou alors un perso avec une voix dans un casque, je sais pas, mais qui aide ce mec-là qui est hyper balèze. Ce mec-là, je crois que c'est un mec bionique, donc genre c'est pas un mec humain, c'est un robot. Mais c'est pas dit concrètement, tu vois. Et puis t'as plein de gens qui pop et qui tuent des gens et moi je suis en mode mais c'est qui? Genre lui par exemple, on le voit tout le temps, j'ai pas compris qui c'était. Bah tu vois, elle dit oh non pas lui, bah oui moi je veux bien oh non pas lui, mais puis t'as un ours qui parle aussi. Enfin voilà, c'est un peu particulier. Après j'ai pris du plaisir à le lire. Juste, j'ai accepté d'être perdue. Voilà, c'était... Du coup, c'est pas une piquette, mais c'est un peu un gros point d'interrogation. Alors là, préparez-vous parce que toutes les BD qui arrivent sont incroyables. Non mais voilà, comme ça je vous préviens. La volière aux souvenirs. J'avais dit celle-ci dès que je l'ai reçue que j'allais très vite sauter dessus. Aux éditions Jungle, regardez un petit peu... Comme c'est joli pour le coup, on est sur plein de couleurs très pastel. On est sur cette petite fille qui a une grand-mère assez artiste, assez particulière, puisqu'en fait cette grand-mère, dès qu'elle vivait quelque chose d'important dans sa vie, que ce soit joyeux ou triste, elle écrivait ou elle dessinait. Et elle faisait un origami pour faire des petits oiseaux qu'elle accrochait dans sa maison. Et justement, quand ils sont devenus plus âgés, ils ont déménagé et elle a pu carrément avoir une volière dans son jardin. La grand-mère a un problème de santé, va à l'hôpital et la petite fille se retrouve à essayer de comprendre la vie de sa mamie. En plus de ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'au milieu de ces deux femmes, il a la maman de la petite fille, donc la fille de la grand-mère, vous voyez ce que je veux dire, hein, ça fait petite fille, fille, maman. Et en fait, la maman est en deuil puisque le papa est décédé peu de temps avant et la mère est dans une phase de déni, de dépression assez profonde. Et c'est la petite qui gère beaucoup de choses. Elle est aussi, donc la maman est aussi en gros rejet de sa mère. Et en fait, c'est une histoire familiale qui est hyper touchante, hyper vraie, je trouve aussi au niveau des émotions. Ça n'a pas peur d'aller dans les coins obscurs des ressentis ou tout simplement des souffrances. Et enfin voilà, en même temps c'est très doux, plein d'amour. Mais il y a aussi ok, il y a de l'amour, mais des fois t'as une couche de merde qui recouvre les sentiments et t'en reviens à oublier les choses importantes. Ça en parle et ça en parle très bien. Gros coup de cœur. On continue avec un autre coup de cœur, Le Seul Endroit. Très jolie cette BD aussi, et je pense qu'elle peut plaire à un gros paquet d'entre vous, comme celle d'avant d'ailleurs. On est sur Léold, enfin on suit la vie de Léold plutôt, qui est non-binaire, avec une préférence pour se faire genrer au masculin, et qui se cherche. Il cherche à se comprendre, il cherche à explorer la question du genre, pourquoi il se ressent comme ça, pour comment réagissent les gens autour de lui. Il y a beaucoup de discussions. Au niveau du visuel, on est encore une fois sur du pastel. C'est très joli. Et Léold, en fait, rencontre Olivia, qui est sa voisine de palier, et ils développent une relation. Voilà. Et une relation qui apporte beaucoup de choses. Donc c'est une BD qui est très douce. Alors, très dur aussi sur certaines choses. Ça parle d'homophobie, ça parle de préjugés, ça parle de toutes les questions compliquées. Il y a aussi une relation avec un mec violent à l'intérieur de cette BD. Enfin voilà, il y a plein de thématiques compliquées, mais il y a surtout cette volonté de montrer que certes, il y a des gens qui sont dans l'ignorance ou dans la bêtise ou dans la méchanceté, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans l'amour, dans l'acceptation en fait, et dans la curiosité.
Il y a des personnes qui au début ne comprennent pas, mais qui sont dans une démarche d'apprentissage, de compréhension. Il y en a qui sont dans le rejet. Enfin, ça montre tout plein de gens différents qui fonctionnent chacun justement à sa manière. Et je trouve que ça donne espoir. C'est pas facile, mais ça donne de l'espoir. J'ai lu le tome 2 d'Enola Holmes, et d'ailleurs je vais me lire le tome 3 dans pas très longtemps, puisque je l'ai sorti de justement ma grosse pile pour essayer de faire rentrer toutes mes BD dans mon tiroir. C'est toujours aussi bien, hein. Oh là là, Enola Holmes, mais c'est génial. Donc encore une fois les dessins, alors pour le coup on n'est pas sur on est sur du style aquarelle, mais avec des couleurs beaucoup plus saturées. J'adore la palette visuelle. Il y a un petit truc que j'adore aussi, donc à la fin, à chaque fois vous avez des extraits du carnet d'Enola. Donc avec ses réflexions, le langage des fleurs également, des croquis, les déguisements dont elle fait preuve, qu'elle utilise, c'est génial. Vraiment, c'est... si vous connaissez un petit peu la série Netflix, c'est le même système, hein. C'est génial, voilà. On est sur la sœur de Sherlock et... comment il s'appelle l'autre Mycroft, et puis elle vit ses propres aventures en fait. C'est trop bien, voilà. Par contre, alors, c'est des aventures punchées en plus, hein. Enfin, punchées, il lui arrive plein de trucs, c'est parfois assez choquant, mais c'est génial, voilà. Sacré bout de femme, je l'adore et j'ai trop hâte de lire le tome 3. Et enfin, non pas enfin, il me reste 2 différentes. J'ai lu les tomes 1 et 2 de Manon des Sources, j'ai donc terminé. Ça y est, cette saga en BD de films que j'adore. C'était un cadeau de June et Shun qui m'avait également offert les tomes 1 et 2 de Jean de Florette. C'est trop bien. Alors c'est exactement les dialogues du film, donc du roman, parce que les films sont très inspirés des romans. Je suis pas très fan des dessins, pour être honnête, mais j'ai été totalement emportée dans l'histoire. Et c'était trop bien de relire ça. Je voulais absolument les relire avant l'automne, parce que pour le coup, je trouve que Jean de Florette et Manon des Sources, c'est des romans de Marcel Pagnol, et c'est le sud, tu vois ce que je veux dire, il y a la canicule, ça manque que d'eau, donc forcément lire ça en plein automne ou en hiver, c'est un peu dommage. J'avais envie de le lire quand il faisait encore bien chaud, je suis contente, j'ai réussi. Et si jamais vous ne connaissez pas ces œuvres, je vous conseille tant les romans que les films. Que les BD du coup. Mais ça serait quand même dommage de découvrir les œuvres avec les BD. Et enfin, j'ai lu Adam et Ève de Glénat, avec La Sagesse des Mythes, donc la saga La Sagesse des Mythes, qu'ils ont augmenté avec plein justement de légendes et de contes et de romans, etc. Et vous avez à la fin, comme d'habitude, la partie bibliographie, les renseignements officiels, etc. Donc on suit Adam et Ève, mais également Caïn et Abel. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce que pour le coup, alors la Bible, moi je le vois également comme un livre d'histoire, parce qu'à la base c'est ce que c'est aussi, hein, mine de rien, même si c'est devenu des histoires qui ont servi de loi pour beaucoup d'humains. Pour le coup, je trouve ça très intéressant justement en termes de contes, enfin, vous voyez ce que je veux dire, en termes d'histoire vraiment divertissante et instructive aussi, pour voir comment ils ont essayé de faire passer toutes ces lois-là, toutes ces règles pour gérer l'humanité, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas 36 000 solutions. Et ce que j'aime bien, c'est que le récit, ils n'ont pas essayé de moderniser le récit. C'est très vieux jeu, hein, pour le coup, c'est très à l'ancienne, et il n'y a rien qui est édulcoré, c'est matière brute. Je trouve ça très intéressant, c'est instructif, comme d'habitude de toute façon avec cette saga. Hein. Ah bah oui, c'est vrai, maintenant c'est Sagesse des Mythes, Contes et Légendes. Avant c'était que Sagesse des Mythes, ils ont pimpé le titre. Enfin voilà, c'était hyper intéressant, comme d'habitude avec eux, et une très bonne lecture. Je me demande s'ils ont prévu d'en faire d'autres. Là je vois qu'il y a Tristan et Iseult qui va arriver avec la suite de Lancelot, Carmen. Il y a aussi Don Juan qui est sorti, je vous l'ai montré sur Insta mais je l'ai pas encore lu parce que je l'ai reçu vraiment la semaine dernière pour le coup, et enfin voilà, je suis très curieuse de voir ce qu'ils vont faire d'autre. Je serais intéressée de savoir s'ils vont faire d'autres passages bibliques, peut-être genre l'Arche de Noé, la Tour de Babel, enfin vous voyez les trucs les plus connus, pour qu'au moins on connaisse la légende en fait. Parce que bon, l'Arche de Noé, on connaît tous Noé qui monte avec un mâle et une femelle de chaque bestiole sur le bateau, mais le contexte autour, j'avoue que de mon côté, je m'en souviens plus des masses. Enfin, je crois que Dieu est pas content parce que sinon il voudrait pas noyer la planète, mais enfin voilà, j'ai plus les détails quoi. Donc vraiment, je trouve ça très intéressant. BD c'est good, manga ça va aller extrêmement vite. J'ai lu les tomes 13 et 14 de One Piece. J'ai pas lu plus parce que, encore une fois, j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu la phase de transition, même si le tome 14 m'a refait kiffer. J'ai ressenti à nouveau les « Oh, c'est stylé !» mais je suis pas dans le coup de cœur absolu, donc j'attends le déclic du truc suivant. Donc il faut que je continue à avancer pour l'avoir. Et c'est donc tout en manga. Passons maintenant au roman, et comme je vous l'ai dit, il y en a une sacrée chier. On va commencer, alors c'est pas dans l'ordre, hein, donc ça va venir comme ça vient. J'ai lu Catherine d'Aragon, Les Reines Maudites, le tome 1 donc, d'Alison Ware. Donc la saga c'est Les Reines Maudites, le tome 1 c'est Catherine d'Aragon. Oh là là, j'avais très peur de le lire parce que en fait donc c'est un récit biographique sur Catherine d'Aragon. No shit.
Et en fait, ce livre, il me hypait autant qu'il me faisait peur, puisque c'est une biographie. Et les biographies, en général, c'est écrit avec un ton assez distant, assez froid, parfois très pompeux aussi, faut bien le dire, hein. Donc j'étais en mode, putain, j'espère que je vais aimer, parce que je suis très intéressée par Catherine d'Aragon, j'ai la facilité de connaître déjà sa vie, donc de savoir que ça va m'intéresser aussi, mine de rien, même si je connaissais pas les détails et tout. Et du coup, j'avais une certaine appréhension et j'avais calculé justement sur ma pile à lire que ça risquait de me mettre dans la merde, puisque bah il est très gros, il fait 800 pages, je crois. Et puis 800 pages, tu vois, genre dense. Je l'ai dévoré. Alors, il y a que le début où j'étais en mode, ok, ça risque d'être un peu long, parce que bah forcément, au début, tu connais pas les personnages, t'en as plein qui débarquent d'un coup, t'as plein de titres, d'endroits et tout, t'es en mode, ok, attends 2 secondes, laisse-moi me situer. Et en fait, après, très vite, bah en fait, c'est comme un roman, mais un roman, du coup, bah basé sur des faits historiques, où tu suis ce qui se passe. Alors, du coup, on est du point de vue de Catherine d'Aragon, et on suit sa vie. On suit ses pensées. C'est dans ce sens-là que c'est romancé, puisque bah forcément on n'y a pas accès, même si on sait quelles étaient ses valeurs, ses envies, ses croyances, etc. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Alison Ware, elle s'est basée sur tous les faits historiques qu'elle connaît de Catherine d'Aragon, enfin qu'on connaît, et elle a brodé ce qu'on connaissait pas. Et c'est ce que je préfère, parce que bah du coup, c'est cohérent par rapport au personnage, ça rend la lecture beaucoup plus fluide et t'apprends quand même plein de choses. Alors, pour vous situer un petit peu, Catherine d'Aragon, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, ça a été la première femme première femme d'Henri VIII. Henri VIII, c'est un roi anglais qui a été très connu, déjà pour avoir séparé l'Église d'Angleterre de la papauté. Donc il y a eu une coupure entre l'Angleterre et l'Église de Rome à cause d'Henri VIII, parce qu'il pouvait pas divorcer de Catherine. Et il a eu le seum, et il l'a envoyé chez l'Église à cause de ça. C'était un homme qui était très caractériel, très capricieux, et en fait, ce qui est assez ouf, c'est que lui, il rêvait de rester dans l'histoire par rapport à ses conquêtes de guerre, comme plein d'hommes de l'époque, je suppose, enfin plein de rois. Lui, il était en mode, ouais, moi je veux conquérir la France, ou alors à la limite conquérir machin, mais surtout la France. Il avait bien le seum contre la France, et du coup, il voulait être connu pour ça. Il voulait être connu en mode roi guerrier, conquistador et tout. Et en fait, il est resté connu dans l'histoire pour avoir quitté l'Église d'Angleterre, enfin pour avoir quitté l'Église de Rome et avoir mis le pays dans une certaine merde, hein, puis avoir bien fait quelques actes de dictature dégueulasses. Et aussi parce qu'il a été marié 6 fois. Et que toutes ces femmes sont mortes, voilà. Ou de par son fait, ou de maladie, ou machin, ou alors il a juste divorcé, mais en tout cas, il a eu 6 épouses. Ce qui est énorme, hein, on va pas se mentir. Et en fait, toutes ces femmes ont eu des destins plus ou moins tragiques. Certaines se sont fait répudier très salement, certaines se sont fait décapiter. Il en a condamné 2 à mort, ce qui est quand même extrêmement violent. Une est morte en couche, et la dernière a survécu. Enfin, lui a survécu, en tout cas. Et en fait, Catherine, du coup, c'est sa première femme. Celle qui était là, au départ, avec une Angleterre qui était stable, fiable, avec des trucs bien acquis, bien ancrés. Et en fait, Henri s'est lassé. Henri voulait un héritier que Catherine ne pouvait pas lui donner. Et il a décidé de divorcer, mais Catherine a refusé. Parce que Catherine, pour elle, alors la religion avait une grande place à l'époque, bien entendu. Pour elle, elle était sa femme devant Dieu. Et si elle acceptait le divorce, elle se condamnait à la damnation, on va dire, et puis accessoirement, leur enfant, du coup, ne pouvait pas hériter du trône, ce qui est quand même pas ouf. Et elle a tenu tête, en fait. Elle a tenu tête, et elle a été d'une grande piété tout au long de sa vie. Elle s'est beaucoup réfugiée justement dans sa croyance et tout. Et ce livre, du coup, permet vraiment d'être entièrement de son point de vue. Si jamais l'histoire vous intéresse de Henri VIII, je vous conseille la série Les Tudors. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est cette série qui m'a fait découvrir en fait un petit peu tout ça. Il y a aussi la comédie musicale Six, qui est pour le coup beaucoup plus punchy, rigolote, etc. Enfin rigolote. Punchy et profonde, mais on va dire qui est très succincte dans l'histoire, enfin pour comprendre les choses. Et en fait, dans ce livre, ce que j'ai trop aimé, c'est que du coup, c'est basé donc sur les vrais faits. Et ça permet, parce que la série reste quand même romancée, hein, même si c'est basé également sur des faits historiques et qu'on apprend plein de trucs réels, les persos qu'on voit à l'intérieur sont réels et tout, mais là on apprend justement sa vision des choses, et c'est super intéressant. Par exemple, elle déteste la nouvelle meuf d'Henri, ce qui est bien normal, et du coup on a une vision de cette autre femme, qui s'appelle Anne, très diabolisée, alors que le tome 2, justement, publié par Alison Ware, porte sur Anne Boleyn, et je suis persuadée, donc la deuxième femme, et je suis persuadée que du coup la vision sera bien différente, et c'est ça qui rend le tout très intéressant. Du coup, c'est un tome validé à 1000%,
tant au niveau du contenu qu'au niveau du style. Par contre, il faut que ça vous intéresse, évidemment, sinon vous allez trouver ça long. J'ai acheté le tome 2 qui est sorti le 6 septembre, je crois. Celui-ci était sorti en juin. Et le tome 3 sur la troisième femme sortira en juin prochain. Ce qui laisse le temps de lire le 2 avant d'être en manque d'Alison Ware. Mais ça a été donc un gros coup de cœur. Je m'attendais à m'intéresser, je ne m'attendais pas à autant prendre de plaisir à cette lecture. Ni à la lire aussi vite. C'est vrai que quand j'ai lu L'Allée du Roi de Françoise Chandernagor, qui était aussi une biographie romancée, j'avais pris beaucoup de temps parce que c'était très dense et avec un phrasé assez lourd, même si très élégant. Là, j'ai pas eu le même problème, même si c'est très bien écrit quand même. Donc, c'est un grand oui. Mon Dieu, j'ai déjà beaucoup trop parlé, au secours. Oh, ça va pas s'arrêter là. J'ai lu Meute de Karine Renberg aux éditions ActuSF, qui malheureusement va être bientôt introuvable, si ce n'est pas déjà le cas, puisqu'en fait la maison d'édition ferme. Voilà, ils ont dû être en liquidation judiciaire, si je dis pas de bêtises, et donc il va difficilement être trouvable. Si vous pouvez le trouver, foncez. De mon côté, je l'ai lu parce qu'il était dans le podium livre addict des lectures SF de l'année. Et quand je l'ai vu, j'ai vu Loup-garou, j'ai vu le résumé, j'étais en mode « Ok, c'est pour moi ». Parce que mine de rien, le mois prochain, je vais lire le dernier tome de Teji Klune sur le clan Bennett, et j'aurai plus de Loup-garou, et j'étais en mode « C'est bien, ça va me faire une petite transition de loup d'un mois à l'autre ». Et il est trop bien, voilà. C'est entre Nathanaël, Val et Calam. Nathanaël, c'est un loup-garou sauvage, sauvage. Non, mais qui vit à l'écart des autres. Il veut pas se mêler à un clan, il se sent pas à l'aise avec le clan qui est près de chez lui. Il y va de temps en temps pour les transformations notamment, pour pas les vivre seul trop durement, mais c'est un indépendant on va dire. Et c'est un mec qui fait des combats. Il y a Val qui est son meilleur ami, qui est l'amour de ma vie, qui est muet et qui combat lui aussi. Et donc ils sont en coloc tous les deux et ce mec est... il est incroyable, je l'adore. Et Calam, c'est le petit Loupio, c'est un petit garçon qui a subi de gros traumatismes et qui va se retrouver à devoir survivre, en fait, à essayer de continuer à vivre avec tout ce qu'il a vécu. J'ai adoré ces trois personnages. C'est très meute, c'est très loup, c'est très ce que j'aime dans le loup-garou en fait. Si j'aime autant le mythe du loup-garou, c'est justement pour ce côté où tu sens la pensée brute, où tu sens ce besoin de contact, où tu sens ce besoin de l'autre, où tu sens ce lien limite télépathique de meute, où tu sens où est l'autre, où tu sens son émotion aussi. Cette espèce en fait d'humanité plus au niveau de l'intuition et de l'empathie, c'est quelque chose qui me parle énormément dans ce côté mythe. Je sais qu'il existe plein de romances loup-garou où juste un mec qui se transforme poilu, tu vois, qui bave, enfin, j'en sais rien, bon, ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment ce côté organique limite et au fond très humain. Là, c'est exactement ça. Voilà, c'est ceux qui ont lu le clan Bennett et qui ont aimé. C'est la même vibe. C'est différent. J'ai évidemment pas pu m'empêcher de comparer parce que loup-garou, voilà. Mais j'ai pas comparé négativement. C'est trop différent pour qu'on puisse. J'ai pas aimé plus Nat ou Val, ou j'ai pas aimé moins Nat et Val que je sais pas moi Kelly et Carter par exemple dans le clan Bennett. C'est d'autres personnages et ils souffrent pas de la comparaison. C'est un très bon roman et très intense, très vrai, très fort et très beau. Voilà, j'ai beaucoup aimé et je regrette profondément qu'il n'y ait qu'un tome parce que pour moi il y a clairement matière à faire une saga également. Donc peut-être que l'auteur, je sais pas, enfin l'autrice, je ne sais pas comment ça va se passer puisque la maison d'édition ferme. Je ne sais pas si l'autrice a prévu éventuellement de retrouver ses personnages, mais il y a matière tellement ils sont vrais, complets et riches. Bon alors là on va changer un petit peu niveau enthousiasme, mais c'était pas une catastrophe non plus. J'ai lu Un sort si noir et éternel, je l'ai lu en lecture commune avec Alice, et il est long hein. 700 pages 700 pages quand même, oui, puis ça se voit hein, qu'il est costaud. Alors en vrai, au début j'avais peur parce qu'on est sur une énième réécriture de La Belle et la Bête, que pas mal d'ailleurs ont comparé à Cotard, et j'étais en mode oui bon j'en ai un petit peu ras le cul quand même, et le début est un peu poussif. Le début, mais en fait je me suis retrouvée totalement happée dans l'histoire. Vraiment, premier degré, j'ai pas vu le temps passer, je l'ai dévoré. Encore une fois, le début était un peu lent, mais j'ai grave kiffé. Alors par contre, on m'a dit que la suite était pas bonne du tout, et j'ai l'impression que c'est unanime. J'ai pas vu une exception sur le sujet, donc ça m'inquiète quand même. Je ne sais donc pas si je me lancerai, parce que à la base, quand je l'ai terminé, j'étais en mode, ok, je veux le tome de demain. Genre, demain, tu vois, il est trop bien. Et j'ai vu que des retours catastrophiques, vous m'avez fait des retours catastrophiques, donc je vais rester sur mon tome 1 pour le moment, et à la limite, j'emprunterai le tome 2 en médiathèque si j'y retourne un jour.
Enfin, je verrai comment je me démerde, mais voilà, je vais peut-être pas investir sans savoir, vu les retours, je vais être prudente. Mais franchement, alors c'est du jeunesse, hein, je crois, chez Rajo, ils font beaucoup de jeunesse, mais ça se lit très bien. Vraiment, les persos sont cool, il y a une belle intensité, c'est prenant. Non, mais franchement, ouais, un bon bouquin. Je sais pas pourquoi j'ai dit, du coup, ça allait pas continuer. Ah, c'est après. Parce que j'ai vu un autre livre. Mais lui, en tout cas, vous pouvez y aller. Voilà. Là, on est sur... Ah, il y en a deux. Ah oui, il y a quand même deux qui étaient pas ouf. Hein. Alors lui, j'ai un peu triché. Alors, Caraval tome 2, pour vous situer, c'est Legendary de Stephanie Garber. J'ai pas aimé du tout, mais du tout, le personnage principal. Et alors là, les gars, il faut qu'on parle. Il faut qu'on ait une conversation, vous et moi. Non, parce que... de manière unanime... Jusqu'à présent, hein, que ce soit en commentaire Livre Addict ou vous dans le chat sur Twitch, etc. À chaque fois qu'on parlait de ça, vous étiez en mode « Oh, mais le 2, il est tellement mieux que le 1, le personnage principal, il est tellement mieux que le 1. » Mais non, mais c'est pas possible. Je me suis tellement identifiée au personnage principal, mais vous n'avez pas de cerveau. Attends, mais... Non, parce qu'elle est con comme une chaise. Ah non mais relisez-le, non mais c'est pas... Peut-être que vous l'avez lu jeune et que vous étiez en mode c'est trop stylé, parce que l'univers est génial. L'univers est génial, mais le personnage principal du 2, parce que c'est pas le même que le 1, insupportable. Insupportable. Oh mais elle m'a rendu folle, elle m'a rendu dingue, elle fait tous les mauvais choix. C'est un sketch et elle le sait, c'est ça qui rend le truc encore plus insupportable. Genre... Oh là là, j'ai reçu ça, que je devrais porter au bal ce soir, mais si je le porte, eh ben le psychopathe qui me l'a offert, il saura qui je suis, parce que là, il connaît pas ma tête. Mais en même temps, c'est vraiment beau, donc je vais le porter. D'accord. Deuxième cas de figure, par exemple. Il faudrait que je parle à cette personne qui a toute ma confiance et je sais qu'elle m'aime. Ça serait quand même vachement plus simple si je lui en parlais. La solution serait trouvée tout de suite, il y aurait aucun problème. Mais, non, je vais pas lui en parler. Oh, je devrais tellement aller ici, mais je pense que c'est un piège, parce que genre vraiment 4 personnes me l'ont dit, et c'est marqué en gros piège dessus, mais oh là là, j'ai toujours suivi mon instinct. Et c'est un piège, évidemment que c'est un piège, abruti. C'est que ça. Vraiment, tout le livre, c'est ça. Ça me rend dingue. Et en fait, c'est fait pourquoi? Pour prolonger l'histoire. C'est fait pour... Parce que sinon, c'est plié en 3 pages, en fait. Oh là là, cette personne m'a sauvé la vie 4 fois. Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Non, je vais plutôt faire confiance à l'autre enculé qui m'a maudit. Mais bien sûr, mais quelle idée de génie. Je comprends pas. Alors du coup, j'ai un peu triché. J'ai lu jusque à la page 400, je crois. Donc il me restait 150 pages, j'en avais ras le cul, et j'ai regardé un résumé spoilant pour savoir la fin. Parce que je voulais pas... En fait, si je l'abandonnais, ça me comptait pas mes pages sur Livre Addict. Et j'étais en mode, c'est mort. Je me suis pas tapé 400 pages pour me les faire sucrer. Donc, les 100 et quelques dernières, je les ai pas lues. Voilà, j'ai vu le résumé spoilant. Mais du coup, pour avoir lu le résumé spoilant, je peux vous dire que j'ai bien fait et que j'aurais même dû faire ça bien avant. En vrai, dès le premier tiers, ça me plaisait pas, j'en avais ras le cul. Mais j'aime bien l'univers et la plume. C'est ça qui rend ouf. L'univers est génial, la plume est trop bien, mais le perso principal, mais pendez-la. Insupportable. Et franchement, je vous juge quand vous me dites « Oh là là, je m'identifie tellement !» Ah mais remettez vos choix en question, hein. Non mais c'est peut-être... Non mais après, c'est peut-être bon signe. Si vous vous dites « Oh là là, peut-être que j'ai vraiment des choix aussi discutables », ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin pour faire les bons. Et commencez par arrêter de ressembler à cet abruti. Du coup, je vous recommande pas. Je recommande le 1 pour l'univers. En fait, en vrai, le 2, l'univers est bien, mais vraiment, elle est insupportable. Elle est insupportable, j'ai plus la patience. Je suis trop vieille. Ah, parlons un peu, on va parler un petit peu de bonne lecture. Les sorcières de Pendle. Voilà un bon livre. Et c'est pareil, alors ça c'est pareil, comme quoi les commentaires, je suis pas toujours d'accord avec. Hein. D'où le fait que j'ai un peu confiance pour le sort si noir et éternel tome 2, mais là c'est vraiment tous, je sais pas. Lui, on est sur l'histoire de 2 femmes, Fleetwood et Alice. Fleetwood est une femme, alors ça se passe en 1612, et c'est une jeune châtelaine de 17 ans qui a déjà perdu plusieurs bébés, parce que oui, à l'époque, dès que t'étais fertile, ça y allait, hein. Et elle a très peur de perdre son nouveau bébé, parce que si elle le perd, elle a peur de se faire répudier par son mari. Et elle rencontre Alice, qui est une sorcière, en tout cas une femme qui vit de manière marginale et qui commence à se faire catégoriser comme une sorcière, et qui devient sa sage-femme et qui l'aide. Et en fait, j'ai vu le livre avoir beaucoup de critiques en mode « Oui, moi je pensais que le livre il allait parler de sorcières, qu'on allait suivre justement que le point de vue des sorcières, au lieu de ça, on suit une pauvre aristo qui se plaint tout le temps. » Et vraiment, quand j'ai vu les commentaires comme ça, j'étais en mode « Mais les gars, vous avez pas de cœur ?» Pareil, genre en mode « Oui, Fleetwood elle est super passive, moi je m'attendais à ce qu'elle rentre dans le tas. » Mais c'est rangé dans les romans historiques, hein.
Évidemment que non, elle va pas rentrer. En fait, je trouve que j'allais dire évidemment que non, elle va pas rentrer dans le tas. Faut que je finisse mes phrases. Mais en fait, j'ai trouvé ce livre très bon en termes de témoignage. Parce qu'encore une fois, c'est dans le young adulte que les femmes elles sont abruties et qu'elles font n'importe quoi. Hein? C'est pas dans la vraie vie, ça. Ces connasses-là, elles crèvent dans la vraie vie, d'accord? Si tu veux survivre, t'as pas le choix. Tu dois essayer de placer tes pions quand tu peux, mais si tu peux pas, t'es niqué. Voilà, c'est ça la vraie vie, hein, à certaines époques, hein. Et encore maintenant d'ailleurs, on va pas non plus se cacher. Donc, de mon côté, alors, c'est un récit lent, effectivement, où on est du point de vue de Fleetwood, donc la femme aristocrate. C'est un récit qui est plein de douleur, de douceur, de tristesse, d'amertume. On est sur une femme qui n'a aucun droit, qui a peur de tout perdre, qui a peur d'être dans la misère parce que son mari est un abruti et qui est terrifiée à l'idée de mourir en couche, à l'idée de perdre ce bébé qui du coup lui permettait de garder sa position en fait dans son couple. Et c'est ça cette histoire. Et en parallèle, tu as Alice, et on la suit aussi, hein. Tu as Alice qui du coup a une vie, elle a pas de chance, c'est une pauvre gamine qui a un père qui est violent, qui n'a plus de maman, qui vit dans la misère et qui a des connaissances du coup de sage-femme parce qu'elle a été formée par une autre dame de son village qui du coup est réputée pour être une sorcière, et elle aide du coup les femmes à accoucher, etc. Alice est très douce. Très effrayée, on la voit un peu comme un lapin sauvage qui a peur de se faire approcher. Et en fait, les portraits de ces deux femmes, ils sont pas là pour être héroïques, ils sont là pour être vrais, et je trouve que c'est extrêmement bien fait. Donc de mon côté, c'est un gros coup de cœur, mais encore une fois, mettez-vous sur les attentes du livre correspondant. C'est-à-dire que vous pouvez pas espérer d'un roman historique trouver sur des femmes qui cassent la gueule à un mec, par exemple. Et encore, il y a une scène approchant dans le bouquin qui est assez ouf, donc voilà, il y a une petite légende en bas, c'est être une femme est le plus grand risque qui soit. Voilà. Donc je comprends que après le style ne plaise pas, que on trouve ça lent ou que tout simplement ça ne nous plaise pas, mais il faut pas faire un faux procès au bouquin. C'est normal que on n'est pas une héroïne badass. Et encore, c'est une question de point de vue. Moi personnellement de mon côté, je la trouve extrêmement courageuse. Tu vois, c'est comme si j'attendais de Legendary d'avoir des infos historiques sur Henri VIII. Bah vous allez me dire mais t'es complètement con, lit une biographie. Bah oui. Je suis pas en train de dire vous êtes complètement con, hein, monsieur. Je généralise mon propos. Mais voilà, tout ça pour dire que pour moi, un roman, il faut quand même cibler le contenu que vous lisez avant de le critiquer. Enfin, je dis vous, c'est pas vous, mais de manière générale, quoi. Donc du coup, de mon côté, voilà, ça m'a beaucoup plu. Par contre, effectivement, c'est lent. On peut pas dire qu'il se passe grand-chose, puisque on suit la vie quotidienne d'une femme qui n'a pas beaucoup de droits. Donc effectivement, à part être chez elle, faire du cheval et aller voir sa mère, elle fait pas grand-chose. Mais encore une fois, quand tu es préparé à ça, ça reste un très bon récit. Alors maintenant, on a un très bon livre, deux pas bons et un très bon. On finit sur un sandwich. La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana que Lumen m'a envoyé en septembre. Je crois qu'il est sorti en septembre. Il est très cool. On est sur une histoire, alors c'était drôle parce que j'ai pas fini ma phrase. Faut que j'arrête de me couper. Je vais les reprendre dans l'ordre. On est sur une histoire qui parle de sorcières. Dans ce monde-là, donc c'est notre monde à nous, je crois que c'est pas exactement notre époque. J'ai eu un doute, mais si, puisqu'elle a des réseaux sociaux. En gros, c'est l'histoire de Mika, qui est une sorcière moderne. Et en fait, dans notre monde, les sorcières doivent se cacher, parce que on ne sait jamais. Ça peut toujours être découvert, ça peut toujours mener à une chasse, justement, à des catastrophes ou à des expériences. Enfin, en bref, elles sont discrètes. Et en gros, elles se réunissent une fois par an, en petits groupes pour débriefer, etc. Et Mika, c'est une sorcière qui a pas envie de faire comme les autres, alors elle va à ces réunions une fois par an, mais à côté de ça, sur ses réseaux sociaux, elle dit qu'elle est sorcière. Alors elle le dit en mode folklore, hein, comme on a sur nos TikTok actuels en fait, vous voyez, genre witchy vibes et tout. Sauf que, il y a un moment, un vieux monsieur qui voit ses TikTok, ou ses stories, et qui dit, ok, cette fille, je veux qu'elle s'occupe des 3 gamines qu'on a à la maison. Et en fait, ces 3 gamines, c'est 3 petites sorcières qui ont besoin d'être formées. Quand j'ai reçu ce livre, il y avait une brochure avec qui disait que ça ressemblait à La maison au milieu de la mer céruléenne de Teji Klune, et ça m'a tout de suite tiqué parce que c'est un de mes romans préférés. Et effectivement, je vois le lien. On est sur une histoire avec une jeune femme qui se sent à l'écart, qui se sent seule, qui ne se sent pas à sa place, qui ne se sent pas aimée, qui n'ose pas aimer, et qui trouve une famille. Pas une famille de sang, mais une famille de cœur. Et ça, c'est très touchant. C'est un récit qui est moderne, qui est vif, qui est plein de, j'allais dire remue-ménage, de chambardements, il se passe plein de choses, mais il y a aussi des moments posés, doux, de partage. Il y a plein de petits détails qui rendent la maison attachante, parce que mine de rien, la maison dans laquelle elle va,
celle-ci, elle est très bien décrite, donc on se retrouve transporté là-bas, je trouve, y compris pour le jardin d'ailleurs, que j'ai adoré. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était une très jolie lecture. Je préfère quand même La maison au milieu de la mer céruléenne, je trouve que ça va plus loin, mais il me semble que ça, c'est rangé en jeunesse, et pour un jeunesse, c'est excellent. C'est un très bon récit, avec de belles valeurs, de beaux personnages et de beaux messages. Que demander de plus? Et parfait pour la saison puisque, c'est bientôt Halloween. Et en octobre, c'est les sorcières qu'on met à l'honneur. En tout cas, moi. Ah, j'en ai oublié un tout petit qui était cool. Tiens, je vais le faire maintenant. Rose et Massimo de Félix Radu, que j'ai lu après une piquette dont je vous parlerai juste après. C'est très sympa. On est sur une pièce de théâtre, alors écrit par un contemporain, parce que Félix Radu, c'est quelqu'un qui fait des chroniques qu'on peut trouver sur Instagram. Très joli, il parle très très bien. Il maîtrise les mots, il maîtrise la langue, c'est magnifique. Et en fait, il a écrit cette pièce de théâtre, et c'est Titi qui m'a offert ce petit texte. Alors, j'ai un avis mitigé. C'est sympa, c'est joli. Encore une fois, la langue est très bien maîtrisée. Mais en fait, c'est une sorte d'hommage aux classiques, donc Roméo et Juliette, Hamlet, ces choses-là. Et en fait, pour moi, l'hommage a pris le pas sur la création originale. Ça ne va pas assez loin dans l'originalité. J'y ai vu une espèce de pastiche un petit peu de ce qui existe déjà. Et c'est un peu la volonté de Félix, puisqu'il dit que justement, il aimerait être rangé à côté de ces auteurs-là. Il aimerait écrire un classique. Et je pense que la volonté d'écrire un classique a mis peut-être trop de pression pour qu'il ose totalement lâcher prise et mettre ce qu'il a au fond de ses tripes. Parce que je le vois quand il parle dans ses chroniques, j'en ai écouté quelques-unes, il sait le faire à l'oral, il faut qu'il ose le faire à l'écrit. Cette espèce de pression de faire quelque chose d'incroyable et d'ancrer dans le temps, je pense que ça enlève un petit peu de la spontanéité de la chose. Donc la pièce en elle-même est très jolie, c'est très court, n'hésitez pas. Après, ça n'a pas été un coup de cœur de mon côté, même si j'ai aimé les émotions qui étaient dépeintes. Je n'ai pas du tout apprécié la préface pour cette phrase. Donc la préface, c'est par quelqu'un d'autre, c'est Alexis Michalik. La poésie des princes, princesses, pauvres et malandrins se perd un peu ces temps-ci. Peut-être aussi qu'on en trouve de moins en moins, des princesses en tout cas. Et en fait, quand j'ai lu ça, je me suis juste dit, charmant, vraiment, j'adore. On s'en passe de ce genre de propos. Et il y a également la lettre au lecteur à la fin de Félix lui-même qui m'a un peu dérangée dans le sens où justement, alors c'était très touchant, mais ce côté envie d'être ancré dans l'histoire, envie d'être un grand nom, c'est pas ce à quoi moi j'aspire et c'est pas ce que je cherche dans un texte. Du coup, ça m'a pas touchée. Et à la fin, il y a une lettre du metteur en scène. Et là, pareil, il y a une espèce de glorification des classiques, de glorification également de Félix en mode ça se voit que c'est un grand... Attends. Il faut dire que le thème n'avait jamais véritablement été abordé jusqu'à aujourd'hui. Vous pensez l'amour, rien que ça, et à 20 piges en plus. Vraiment, il faudra qu'on m'explique, à moins bien sûr de penser à Rimbaud ou à Mozart. Chiche. Tu vois, il y a une espèce de glorification malsaine, en fait, je trouve, des anciens, déjà, et surtout de vouloir se hisser sur la même marche qu'eux. Personne ne sera jamais Rimbaud, personne ne sera jamais Hugo, pas à notre époque. Il faut du recul historique pour le savoir. Peut-être que dans quelques siècles, mais on le saura jamais. Alors, stop, écrivez ce qui vous tient à cœur. Peut-être que dans quelques siècles, ce sera Meute, qui sera de Karine Renberg, qui sera hyper connue et qui sera étudiée à l'école pour ce côté pulsionnel et instinctif. Peut-être que ce sera... qu'est-ce que j'ai sous les yeux peut-être pas Kéléana quand même. On va dire Kéléana, tiens, ou à Cotard de Sarah J. Maas pour ce côté récit fantasy incroyable. On ne peut pas savoir les critères de l'avenir. On ne peut pas le savoir. Alors un peu de recul et profitons du présent, tu vois. Mais voilà, en fait, tous les trucs autour du texte en lui-même m'ont mis plutôt mal à l'aise. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur de ma part. La lecture du texte en lui-même de la pièce est agréable, mais n'est pas originale du tout. Elle enfonce des portes ouvertes. Et j'ai noté quelques citations parce que le phrasé est beau, mais c'est pas ce que je recherche. Mais je serai quand même vigilante, bien entendu, si Félix écrit d'autres choses. Je dis Félix comme si on se connaissait. Si Félix Radu écrit d'autres choses, puisque, encore une fois, c'est un être humain que je trouve très intéressant. Passons aux piquettes et on finira par une bonne nouvelle. J'ai lu Kéléana tome 2. Quelle déception, en parlant de Sarah J. Maas. J'ai lu le tome 1 il y a 2 mois, je crois, 3 mois. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Le tome 2, je me suis fait chier comme un rat mort. C'est plat, c'est creux, les persos sont stupides. Oh là là, j'ai quand même acheté le tome 3, Alors je suis pas totalement un jambon, c'est parce qu'en fait, pour le coup, beaucoup de gens m'avaient dit, tu verras, les tomes 1 et 2 sont pas dingues, à partir du 3 ça devient incroyable, c'est comme si le 1 et 2 étaient une grosse intro. Donc, avec ça en tête, je me suis dit, ok, partons sur le 3. Le 1 en plus, je l'ai adoré de mon côté, mais vraiment le 2,
Oh là là, bah on est, alors que Keleana, c'est une héroïne que j'aime beaucoup, qui pour le coup a beaucoup de courage, de force, d'indépendance. Là, je l'ai trouvé con. Et puis les gars sont plats. Ah non non, ça m'a pas convaincu. Puis encore une fois, en fait, j'ai du mal avec le manque de communication qui peut simplifier une histoire et en fait tu le fais pas juste pour prolonger. Ça me fatigue. Oh là là, il faudrait que je lui raconte tout et elle pourrait tellement m'aider, mais je vais pas le faire parce que je veux pas l'inquiéter. Ça va quand c'est une connerie, quand c'est une question de vie ou de mort. Faut arrêter. Et puis évidemment, après, tu rajoutes 5 chapitres, parce que, du coup, tu l'as pas dit. Du coup, le scénario le pire, il s'est passé. Enfin, voilà. Là, il y a tout un moment aussi où elle culpabilise pour un truc, ça m'a gonflé. Non, ça m'a pas... Elle m'a saoulé. Keleana m'a saoulé, les persos autour m'ont saoulé. C'était pas une bonne lecture. J'attends beaucoup du tome 3, parce que pour le coup, effectivement, à la fin du 2, il y a un gros clivage qui annonce quelque chose de très différent. Donc le 3... Saint-Eustache, sois avec moi. Surtout qu'il est énorme. Et on continue sur les piquettes. Qu'est-ce que je me suis fait chier. Ah là là, malédiction du tome 2. Bah d'ailleurs, malédiction du tome 2, voilà. Malédiction du tome 2 au carré 1. J'ai adoré le 1. Le 1, j'ai mis 19. Le 2, j'ai mis 10. J'ai été gentille. Franchement, j'ai été gentille. Enfin... En vrai, mon 10 c'est mérité, parce que la plume est toujours aussi bonne. On en revient à ça, putain de merde, c'est comme pour Caraval. Je sais pas combien je vais mettre d'ailleurs à Caraval, j'ai pas encore réfléchi, parce que je l'ai fini tout à l'heure. Enfin, fini. La plume est toujours aussi bonne. Mais qu'est-ce que t'as fait à tes personnages? En fait, à la fin, Ayanna Gray, elle dit dans sa lettre, à la fin, en remerciement, tout ça, qu'elle a pas eu beaucoup de temps pour l'écrire. Je pense qu'on lui a mis un peu la presse en mode, tu sais, le 1 c'est super bien vendu, vas-y, l'année prochaine, on sort le 2, écris-le, tu vois. Et ça se voit, parce qu'il y a des idées. Les idées, elles sont là, l'univers est dingue, mais tes persos, meuf, envoie-les chier s'ils te mettent qu'un an pour écrire, prends-en 2, prends-en 3, mais fais-le bien. Le 1, il était tellement bien réfléchi, tellement bien pensé. Là, c'est plat, c'est dommage. Ça me rend ouf, parce qu'il y a matière à faire quelque chose d'incroyable, et tu sens que la matière est là. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression de voir un bloc de marbre où t'as une sculpture qui a été taillée vite fait, et ça a pas été, y a pas les finitions. T'as des bonnes idées, mais, oh, la fin. Oh, il y a un truc à la fin, il m'a rendu ouf. Il y a eu un truc à la fin, il y a eu un reveal sur le dernier chapitre, j'étais en mode, mais c'est une blague. Mais c'est une blague d'écrire ça. C'est pas possible. Et les persos en eux-mêmes, je comprends pas. En fait, donc, t'as 2 persos principaux, une meuf, un mec, alors je vais pas spoiler au cas où, si jamais vous lisez le 1, voilà. Et en fait, dans le 1, t'as 2 persos qui évoluent ensemble, qui créent une relation, amicale ou plus, peu importe, mais qui créent une relation entre eux. Là, dans le 2, t'as 2 persos qui sont séparés, et en fait, ils font leur bail chacun de leur côté, ils flirtent, ils bécotent, ils font leur life, et après, on essaie de nous faire croire que c'est le grand amour. T'es en mode, mais quoi? Mais à quel moment? Enfin, tout le livre, tu nous as montré qu'ils faisaient leur vie de leur côté. T'en as un qui bécote quelqu'un, t'as l'autre qui flirte outrageusement, et là, t'essaies de nous faire croire que ça y est, ils se sont retrouvés vers la fin, et tout le monde sent que l'amour les habite. Eh mais non! Ça marche pas comme ça, en fait. Pourquoi tu leur as mis des espèces de love interest chelous à côté, alors? Enfin, je comprends. J'imagine que dans l'idée, c'est de montrer que c'est pas parce que tu es amoureux que tu peux pas kiffer d'autres gens. Oui, mais dans ce cas-là, ne fais pas d'espèce de prophétie de « Oh, c'est le grand amour, ça se sent à travers votre lien ». Bah non. Parce que 2 jours avant, il roulait des pelles à d'autres, alors c'est compliqué quand même. Puis t'as ça, puis t'as le personnage masculin qui était mon gros coup de cœur dans le 1, qui avait un caractère, il était super fort, c'était vraiment un héros, mais avec un caractère sensible et avec des espèces de troubles du comportement, genre il comptait tout, tu sais, par 3 parce que ça le rassurait, il était génial. Et là, déjà il sert plus à rien, il se bat plus, il se fait niquer à chaque fois. Toutes les scènes où il pourrait avoir un intérêt, il sert à R. Et puis son trouble, il est résumé à ça en fait. Il a plus aucun intérêt positif. Voilà, le mec ne sert à rien. Il fait que se plaindre, il fait que chouiner, il fait que être lourd et pesant, ou être méchant. Il y a un moment, il est mal luné, il est odieux avec une meuf qui a rien demandé. J'ai pas signé pour ça. Hein. Et la meuf pour le coup, c'est moins pire parce qu'on suit du coup la meuf de son côté. C'est moins pire, mais c'est quand même plus plat, mais tu sens qu'elle est quand même plus réfléchie. Mais pareil, la flopée de nouveaux personnages, ça sert à rien. Tous les trucs, je les ai devinés au début. C'est non, c'est un non. C'est un non et c'est dommage. Et enfin, on termine avec une bonne nouvelle sous la même étoile de Teji Clown. J'avoue que j'avais pas très peur, hein. Teji Clown, on va dire que au maximum, ça va pas m'emballer plus que ça, mais je m'attends pas à ne pas... Enfin, pour moi, c'est impossible que je puisse pas aimer un de ces livres. On est pour le coup sur de la SF avec 2 hommes qui vivent... Alors attends, comment résumer ça?
il y a un homme plutôt, qui s'appelle Nate, qui hérite d'un chalet familial à la mort de ses parents. D'ailleurs, on en reparlera. Et il va dans ce chalet pour se ressourcer un peu, faire un peu le point sur sa vie, tout ça. Et quand il arrive dans ce chalet, il y a déjà des gens dedans. Alex, un homme plutôt musclé, plutôt badass et avec un certain tempérament. Et Artemis d'Akvador, une petite fille qui n'est pas comme les autres. Et lui, il va arriver, au début, il va être quand même très ronchonchon, genre, qu'est-ce que vous foutez chez moi? Pourquoi vous avez un pistolet braqué sur ma tête? Parce que bon, ils ont pas très envie, enfin, ils sont en fuite, en fait, les deux. Et au final, ils vont apprendre à se connaître et ils vont développer des relations. Et on est sur une œuvre de Teji Klune par excellence, je l'ai dévorée en 24 heures. Teji Klune, en fait, ces thématiques qui lui sont chères et qu'on retrouve dans chacun de ses ouvrages, en tout cas de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, c'est le fait que la famille de sang ne fait pas tout, l'importance d'aimer et d'être aimé pour qui on est, sans avoir à se cacher, sans avoir à avoir peur d'être laissé, le fait que tout le monde ne part pas un jour, le fait d'oser tout simplement vivre, d'éclater le carcan qui nous enserre à certains moments, l'espèce de franchise aussi naturelle qu'on a quand on se sent bien. Enfin voilà. Et en fait, dans tous ces livres, on retrouve ça. Ça ne fait pas exception. Il y a des thématiques qui sont abordées qui sont vraiment sympas. Pour le coup, on retrouve pas mal le côté... comment dire ça ? Il y a un peu le côté labo secret qui fait des expériences et le côté dystopie, le côté secte aussi, on parle de secte à l'intérieur de celui-ci. Enfin voilà, il y a pas mal de thématiques qu'on retrouve pas habituellement, je dois dire, et qu'il a abordé avec beaucoup d'intelligence. Il y a des thématiques écologiques, sociétales qui sont abordées aussi, sur les humains en général, comment on vit en groupe, etc. C'est un roman qui est plutôt cru. Alors il y a une scène de sexe particulièrement à la fin. Dans les livres de Teji Klune, il y a souvent du sexe, parfois non, parfois oui. Donc au cas où, renseignez-vous si jamais c'est un truc que vous voulez pas lire. Maintenant, à chaque fois, c'est des trucs que vous pouvez sauter très facilement. C'est pas des romans de cul, hein. Par exemple, Sous la même étoile, vous avez une scène de sexe à la fin qui dure quelques pages, mais si vous sautez, en gros, vous survolez, hein, et après, vous pouvez très bien continuer l'histoire. C'est, on va dire, un peu du bonus pour ceux qui veulent lire ce type de relation-là. Maintenant, voilà, si ça vous botte pas, vous pouvez sauter ce passage sans que ça gâche le roman en lui-même, de par ses autres thématiques. Et de manière générale, d'ailleurs, c'est ça pour tous, à part peut-être L'ours, la loutre et le moustique, où il y a plus de sexe. Il y a pas mal de scènes, pour le coup, de rapprochement physique, etc., assez marquées. Mais par contre, genre le clan Bennett, ou... Qu'est-ce que j'ai lu d'autre où il y avait du cucu? Non, je crois que c'est les seuls pour le moment. J'ai pas encore lu les contes de Vérania, mais je crois qu'il y en a aussi. Mais voilà, en tout cas, le clan Bennett et Sous la même étoile, vous êtes prévenus, il y a du sexe à l'intérieur, mais ça peut se sauter, sans vouloir un jeu de mots. C'est donc un roman pour moi, feel good par excellence, comme tout ce qu'il écrit, en vrai. Ça fait du bien à lire, ça donne de la force, ça donne de la confiance. Et encore une fois, c'est assez dingue, mais en 500 pages, il fait exister vraiment des personnages. Il a un talent pour ça. Parce qu'en fait, il écrit des vrais humains, compliqués, instables, pas parfaits du tout. Et c'est ça qui les rend profondément attachants. Donc voilà, ça a été une très bonne lecture. C'est pas mon préf, mais il se positionne bien. Et le personnage d'Artemis m'a beaucoup plu. De toute façon, j'aime énormément cet auteur et je crois que ça ne changera jamais. Mon petit clown du mois. Le mois prochain, du coup, je lirai Le Clan Bennett, tome 4, le dernier, je ne suis pas prête émotionnellement. Et je pense qu'en novembre, je lirai Les Contes de Vérania, tome 1, que j'ai aussi dans ma palle. Et après, ce sera l'inconnu parce que j'ai plus de stock pour le moment. Mais enfin, ça s'achète. Et j'ai terminé! Cette vidéo est extrêmement longue, je crois qu'elle est encore plus longue que ce que je fais d'habitude. Hein? Il me semble, hein? J'attends donc vos avis, comme d'habitude, en commentaire, sur tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des titres qui vous hype? Est-ce qu'il y en a qui vous hype pas du tout? J'aime trop faire pas du tout. Bien entendu, s'il y en a que vous avez déjà lu, j'attends vos retours et vos avis, vous le savez, et j'ai trop hâte de savoir tout ça. J'espère que vous vous sentez bien, que vous n'avez pas trop soif, enfin normalement c'est surtout moi qui cause, donc vous ça devrait aller. Et on se retrouve très vite pour plein de nouvelles vidéos et plein de nouvelles lectures. Mouah, bisous à tous, je vous aime très fort.